Monsieur Chrétien, bonjour. Merci infiniment de nous accueillir ici en vos bureaux lyonnais. Merci infiniment de nous recevoir pour cet entretien destiné donc aux assises du corps transformé sur la thématique du cybercorps et de l'homme de demain, avec en toile de fond cette notion, si ce n'est d'immortalité, de vie beaucoup plus longue que celle que l'on connaît actuellement. Et quand on se penche sur cette thématique, une question vient d'emblée à l'esprit. Que va-t-il arriver? Et si cela devait arriver, quel sera notre système de protection sociale? Qu'est-ce qu'il en sera de notre système de retraite? Actuellement, nous vivons avec un système de protection sociale, une assurance maladie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui semble couvrir à peu près la demande actuelle, même s'il y avait beaucoup de choses, j'en suis certain, à corriger. Mais cet énorme afflux de dépenses que vont générer les nanobiotechnologies, comment les envisager? Qui va payer? Et s'il y a une prise en charge individuelle de ce coût, est-ce que ça ne va pas générer une médecine de classe, une médecine à plusieurs vitesses, avec des gens qui resteront sur le bord du chemin? Merci de nous donner votre éclairage. Alors, la médecine à plusieurs niveaux, à plusieurs vitesses, 2 ou 3 vitesses, elle existe déjà. Pour être très clair, il suffit d'aller dans un service d'urgence à l'hôpital ou être pris en charge par une clinique. On n'est pas pris de la même manière. Et que ça soit pris en charge à titre d'une mutuelle ou à titre personnel, il y a bien sûr un traitement différent. Donc la situation est déjà de fait dans cet enjeu. La difficulté majeure de notre système de protection sociale, c'est qu'il est, sur le risque santé, on parlera après de la retraite, largement inadapté à la situation d'aujourd'hui. Alors, difficulté de fond de notre système, c'est qu'avec le temps, il s'est encalminé d'une part, et d'autre part, il a perdu de vue les axes essentiels qui étaient les siens. Parce que l'enjeu, c'est quand même, au niveau de la santé, de lutter contre le risque de ruine. On l'oublie largement. Or, la ruine, sur le plan de la santé, on parlera de la retraite plus tard, elle vient soit parce que je suis malade, je ne peux plus aller travailler, soit c'est temporaire, soit c'est permanent, on pense à l'invalidité. Or, ce qui est assez étonnant dans notre système de protection sociale, c'est qu'on s'est toujours focalisé sur une prise en charge plutôt de bon niveau des remboursements de soins, donc prestations en nature, comme on les appelle à la Sécu, alors que dans le même temps, on va avoir une prise en charge dégradée, qui baisse encore. Cette année, on a encore baissé les garanties d'essai, par exemple, pour les salariés. Le montant du capital d'essai, qui était déjà pas très élevé pour les salariés, essentiellement et non cadres, a baissé quasiment, a pu être divisé par 3. Alors que dans le même temps, on se bat pour toujours maintenir un remboursement de soins parfois pas essentiel. Donc, si je devais prendre une image, notre système de protection sociale, il garantit bien ce qui est fréquent mais accessoire, au détriment de ce qui est grave mais rare. Et donc, ça c'est le premier élément. Deuxième élément que bouleverse ces nouvelles technologies, c'est que notre système, il est payeur aveugle. Les seuls qui possèdent les données, même si elles ne sont pas très exploitées en termes de prévention, on y reviendra, on est bien sûr sur des traitements par la sécurité sociale. Les acteurs qui peuvent être aussi, voire plus dynamiques sur la partie prévention, les assureurs, les mutuelles, les institutions de prévoyance, quels qu'ils soient, finalement, n'ont pas accès à ces données de santé. Ce sont des payeurs aveugles. Or, ce qu'amènent les nouvelles technologies, ce qu'on va amener les revendications des générations les plus jeunes, c'est d'avoir quelque chose qui corresponde à leur situation. Et avec ces technologies, avec ces suivis de plus en plus personnalisés, le patient de demain n'acceptera plus de ne pas avoir un pilotage, bien ou pas bon, peu importe, de sa situation. Donc vous voyez, il y a un double changement qui va devoir être opéré. C'est l'accès aux données de santé, c'est un enjeu majeur, et c'est même un enjeu de liberté publique, allons jusqu'au bout du raisonnement. Et deux, c'est d'une reconfiguration de la protection sociale, de manière à ce qu'elle abandonne la couverture du petit risque, à titre obligatoire, à charge pour chacun de faire comme il l'entend, pour se centrer sur des gros risques. On pense à la prise en charge du handicap qui est médiocre dans ce pays, la prise en charge de l'invalidité qui est pitoyable dans certaines catégories. Il faut savoir que si vous n'avez pas de complémentaire, quand vous êtes un indépendant par exemple, eh bien vous avez une prise en charge de l'invalidité qui va aller entre le RSA et le SMIC, quoi. Donc c'est pas des niveaux convenables pour des gens qui ont cotisé. Alors que dans le même temps, on rembourse encore les conséquences de la grippe. Vous voyez, donc on a une vraie réflexion, sauf que, et j'en finirai là-dessus, c'est que ce qui est compliqué, c'est comme il n'y a aucune formation, il y a une très faible culture de la part de nos concitoyens sur ce sujet, finalement, les gens raisonnent par rapport à leur expérience. On a tous été chez le médecin, on a tous eu un arrêt de travail pour des raisons parfois une angine ou une grippe.
L'invalidité, tant qu'on n'a pas été visé dans sa famille ou dans ses proches, on ne sait pas ce que c'est. Le décès en activité de quelqu'un qui n'est pas encore à la retraité, bien sûr, on sait que ça peut intervenir, mais tant que je n'ai pas un de mes proches qui est visé, je ne vois pas trop. Et donc, on a tendance, psychologiquement, individuellement et collectivement, à écarter ces risques. Donc, ces nouvelles technologies bouleversent en profondeur et vont amener la sécurité sociale à évoluer en profondeur. Et est-ce que, avec ces nouvelles technologies, la généralisation du diagnostic génétique, qui va dire à chacun son territoire d'exposition et sa fréquence d'exposition, ne va pas faire en sorte que les gens vont dire, attends, moi je sais ce que sera demain mon risque médical, je le couvre, mais j'ai pas envie de couvrir celui d'une autre personne qui a d'énormes risques et d'énormes coûts à affronter. Est-ce que ça va faire exploser notre système de mutualisation du risque et de la prévention sociale? Quand on regarde de fait, il y a aujourd'hui dans les entreprises une vraie revendication, une vraie demande des salariés en disant, écoutez, moi les plus jeunes, on a déjà du mal à se loger, on a déjà du mal à se nourrir, donc ça va bien, on fait déjà beaucoup d'efforts, c'est plutôt, comme je vous disais, les plus jeunes. Donc il y a une culture qui se forge autour d'une forme de démutualisation de la matière. Les nanobiotechnologies vont complètement au bout de cette logique, quoi. Donc il y a un vrai enjeu, et là c'est une vraie question politique. Alors, c'est bien sûr pas à moi d'y répondre, mais le politique doit dire à un moment donné, ça je considère que c'est de l'ordre de la mutualisation collective, parce que sinon, pourquoi on prendra en charge les handicapés dès lors que quelqu'un vieillit un peu, pourquoi pas l'abattre? Vas-y, on peut aller très très loin, et c'est pas du tout la position, mais je veux dire, on peut aller très loin dans cette logique, Alors, on est dans l'eugénisme le plus total. Et vous voyez que il y a quand même des tendances lourdes à la démutualisation. Ces technologies nouvelles vont clairement vont accroître la poussée en ce sens. Alors, une question, même si elle devrait s'adresser davantage aux politiques, ces nanotechnologies ont un coût. Si l'État ne s'engage pas, chacun va opter en fonction de ses finances pour entrer dans l'actif de ces nanotechnologies ou bien rester ce qu'était l'homme d'aujourd'hui, ce que sera l'homme d'hier. Comment peut-on imaginer les choses? Est-ce que on doit dire, soyons libéraux complets, ceux qui peuvent payer avanceront et ceux qui ne peuvent pas payer n'avanceront pas? Ou est-ce qu'on peut dire qu'une partie de ces avancées peut être couverte quand même par une assurance collective? Je pense qu'une des vraies réflexions, et c'est une des pistes sur lesquelles on réfléchit au niveau de l'Institut, c'est de dire comment peut-on passer à un système de prévention active sérieuse? Parce que ce que permet cette technologie, outre le fait de changer un certain nombre de pièces qu'on ne savait pas bien changer, c'est aussi d'avoir un comportement qui soit plus vertueux qu'il ne le soit avant, quoi. En d'autres termes, est-ce que la collectivité doit rembourser de la même manière les gens qui fument, les gens qui se droguent, les gens qui boivent, les gens qui font du ski? Je vous prends des paramètres différents. Aujourd'hui, en gros, on ne se pose pas trop de questions. On paye, je suis sur le territoire, que je le sois d'ailleurs de manière autorisée ou pas autorisée, finalement on rembourse, on prend en charge. Donc là, la prise en compte de la prise en charge est extrêmement large. Mais est-ce que, alors qu'il va falloir faire des choix drastiques d'une part, et que les technologies permettent un suivi, alors d'aucuns diront parfois un flicage, il y a aussi tout cet aspect qui est très très important, jusqu'où doit aller le système pour effectivement récompenser les comportements vertueux par rapport à ceux qui ne le sont pas. Par exemple, au niveau de l'Institut, on considère que il est, dans la culture française, je dirais, être libéraux ne sera jamais applicable. On a un vieux pays de redistribution où l'égalité est souvent beaucoup plus appréciée que la liberté. C'est notre culture historique, bon, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que au niveau de la prévention, on sait qu'il y a un certain nombre d'actes médicaux de prévention qui, s'ils sont faits, réduisent très fortement les risques de cancer ou d'autres types de pathologies. On pense qu'on pourrait mettre plus d'argent aujourd'hui en rendant ces examens obligatoires, gratuits, avec des médecins qui soient mieux payés sur l'acte de prévention. Le Français qui fait le choix de le faire, et bien dans ces cas-là, si la pathologie se déclenche derrière, eh bien, il doit être pris en charge extrêmement bien. Si en revanche, il a fait le choix de ne pas
suivre sa acte de prévention. C'est sa liberté individuelle. Je ne vois pas en nom du quoi on va forcer les gens à le faire, mais à partir du moment où il ne l'a pas fait, il faut qu'il en supporte la conséquence financière. On est toujours un petit peu, on voit bien dans cette idée de démutualisation. C'est pour ça que, pour rebondir sur votre question tout à l'heure, je pense que la démutualisation, elle va être portée par ces techniques. Il y a un moment donné où il faut que le politique, parce que c'est lui qui est légitime en la matière, sinon les technologies avancent toutes seules, doit dire, là je considère que ça fait partie du socle de la solidarité nationale, doit être pris en charge. Mais on doit retravailler en profondeur, et ça les technologies vont le permettre, effectivement tous ces comportements vertueux, pas pour être dans le meilleur des mondes, pour reprendre des lectures qu'on avait le droit avant et qu'on va peut-être voir arriver, espérons pas trop d'ailleurs quand même, mais voilà, c'est de se dire comment je peux quand même inciter les gens à avoir des comportements vertueux. On sait quelqu'un qui fait attention à ne pas être obèse, alors, on ne fait pas le choix des fois, ça peut être endocrinien, voilà. Comment j'incite les gens? Le levier financier est un vrai levier, c'est là que l'État et la sécurité sociale ont tout leur rôle. Donc il y a des vrais changements majeurs, ce sera la seule façon, en réorientant le système sur la prise en charge des risques lourds, et j'insiste aussi des risques nouveaux. On va en parler avec la retraite ensuite, mais tout le risque de dépendance, aujourd'hui, il est mal pris en charge. Donc, il y a des économies sensibles à faire en changeant les comportements, en incitant nos concitoyens à avoir des comportements vertueux, pour dégager des ressources, parce que la prise en charge des handicapés est un vrai champ de progression aujourd'hui. Elle est mauvaise, clairement en France, des invalides, elle est indigne. Il y a des prises en charge dans ce pays qui sont indignes en matière de protection sociale. On ne peut pas continuer ainsi dans un pays qui se veut développer. Le système de retraite complémentaire, jusqu'à présent, tout actif a pour obligation d'épargner afin d'assurer ses vieux jours. La déflation démographique a fait passer la France, je crois, d'un rapport de 4 actifs pour un retraité il y a quelques années à 1 actif pour un retraité aujourd'hui, a fortement altéré ce schéma de solidarité intergénérationnelle. Qu'en sera-t-il avec l'allongement de vie induit par la révolution génétique? Est-ce que l'implosion du système de retraite est un effet collatéral annoncé de cette évolution? C'est clair que déjà en matière de retraite, on n'était pas bien. En termes de financement, là on va être franchement très mal. Vous avez raison de souligner ce chiffre, qui est le chiffre majeur, c'est qu'en gros on a divisé par 4 le nombre de cotisants pour un retraité. La répartition, parce que derrière il y a souvent une critique larvée sur la répartition n'est pas un mauvais système. La répartition est un système intelligent dès lors qu'il est piloté. Le nôtre n'a pas été bien piloté. Mais le fait de prendre de la richesse tout de suite pour la distribuer tout de suite, ça a contribué, on l'oublie souvent, en 47-48, une fois que la France commence un petit peu à se redresser, enfin elle commence à se redresser en 50 en fait, mais lorsqu'elle sort de la crise de l'après-guerre, la France, la répartition va permettre d'alimenter du pouvoir d'achat, et donc va pousser le PIB, la progression du PIB à ce moment-là. Donc c'est pas un mauvais système, sauf qu'effectivement, comme ça repose que sur l'actif français, et que celui-ci se fait rare, parce qu'on l'a fait rentrer plus tard sur le marché de l'emploi, inciter à pas travailler, c'est le problème du chômage, et enfin, en tout cas pas encourager vigoureusement à retravailler, et surtout baisser l'âge de départ à la retraite, qui est la mère, entre guillemets, pour reprendre l'expression célèbre, qui est vraiment la mère de toutes les défaillances de notre système, et clairement, sans être polémique, ça commence en 82, très exactement, et quels que soient les gouvernants, les bords politiques, on a continué à creuser le trou. N'oublions jamais, quand le système de retraite est mis en place en Allemagne par Bismarck, qui est l'inventeur du système, qui est une mesure très politique à l'époque, mais l'âge de départ à la retraite, c'est 65 ans. Et à 65 ans, c'est l'âge où on meurt en Allemagne, à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on met en place un système qui est un système en fait de prévoyance. C'est éviter que les gens qui vraiment ne pouvaient plus du tout travailler se retrouvent dans la misère, ce qui est une vraie avancée sociale. Aujourd'hui en France, notamment dans les régimes spéciaux, alors je pense notamment aux services actifs de l'EDF, la SNCF, la RATP, vous partez, malgré la réforme de Xavier Bertrand sous Nicolas Sarkozy, vous partez quand même avec un âge de départ à la retraite à 52 ans. Donc vous avez des gens qui, aujourd'hui, travaillent moins longtemps qu'ils n'auront été à la retraite. Et je ne compte pas les années de production de cette richesse de travail, c'est-à-dire les années où je suis éduqué et je fais mes études supérieures. Ou pas supérieures, mais enfin en tout cas je fais des études. Donc on a un système qui là encore a complètement, c'est comme en matière de santé, on a complètement perdu l'axe. L'enjeu, c'est de permettre aux gens de vivre dans la dignité leur vieux jour. Et dans le même temps, on va voir émerger des risques nouveaux comme la dépendance qui ne sont pas du tout pris en charge. Donc on a un dispositif où
on a finalement, comme le dit l'économiste de la santé Jacques Bichot, il dit toujours, on a un système de faux droits, et j'aime bien son expression. C'est-à-dire, finalement, on distribue de l'argent qui ne correspond à rien. On le fait depuis 82, c'est plusieurs dizaines de milliards, peu ou prou chaque année, ça dépend des années, parce que quand on donne de l'argent qu'on ne peut financer en prestation, alors retraite et prévoyance et santé, qu'on ne peut financer que par de l'emprunt, j'appelle ça des faux droits. C'est pas des droits qui correspondent à une richesse réelle, quoi. Comment ça se finit? Intéressant, parce on anticipe un petit peu ce qu'on va dire ensuite sur l'évolution des nanotechnologies, c'est que quand vous avez un régime que vous payez, comment il régule la situation? Vous avez un très bon exemple, c'est les médecins. C'est que les médecins conventionnés ont 3 régimes de retraite. Ils ont le régime de base des libéraux, un minimum social, on va dire. Vous avez un régime complémentaire de retraite qui vaut ce qu'il vaut. Puis vous avez un régime qui représentait 40%, qui s'appelait l'ALSV, l'allocation supplémentaire vieillesse, qui est un régime où les gestionnaires de l'époque ont globalement fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, dans les belles années, par exemple, au-delà des années 80, pendant 10 ans, par exemple, la moitié des droits, des points qui ont été accordés, étaient des points gratuits, qui ne correspondaient à aucune prestation. Quand vous accordez des points et que vous ne les payez pas tout de suite, vous les paierez dans 10, 20, 30 ans, très honnêtement, on peut être généreux, quoi, surtout quand c'est l'argent des autres. Et donc, le régime de l'ASV s'est trouvé en grande difficulté pour tous les praticiens médicaux. Il y a aussi d'autres professions médicales qui sont visées. Les médecins étaient le régime le plus gravement atteint. Eh bien, ça s'est traduit par une mesure adoptée, d'ailleurs, c'est intéressant, sous le gouvernement Fillon et poursuivie sous le gouvernement Ayrault, sans que la mesure n'ait été revue, d'une baisse des droits des médecins entre, selon les cas de figure, 10 à 16% des droits des retraités actuels. Donc, à mon sens, et la réforme du régime des cadres, qui se profile aussi, ne fera pas l'économie d'une baisse faciale des pensions servies à ce jour. Elles sont déjà mal revalorisées, elles seront de moins baissées, et si je voulais être un petit peu provocateur, ce n'est jamais que la remise en ligne du fait que des droits trop élevés étaient attribués. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'effort a été, pendant à peu près 30 ans, accompli essentiellement par les actifs, et qu'évidemment, aujourd'hui, les jeunes actifs disent « c'est bien gentil, mais nous, on touchera peut-être pas grand-chose pour payer des droits à des gens qui sont partis trop tôt, clairement. » Donc, j'ai fait un tout petit détour, vous m'en excuserez, mais quelque part, la réponse, la question est là. Parce que vous êtes en train de m'annoncer, je m'exprime avec humour, vous êtes en train de m'annoncer qu'on va peut-être vivre 15, 20, 25, 30 ans, que sais-je. Donc là, clairement, plus, je n'ose même plus imaginer, quoi. Donc voilà, les hypothèses de retraite, pour situer les choses, la réforme Ayrault, qui, comme chacun sait, n'en est pas vraiment une, la dernière réforme des retraites, elle repose sur des hypothèses d'augmentation de l'espérance de vie, qui déjà, aujourd'hui, qui est de 1 mois et demi d'espérance de vie supplémentaire par année. Aujourd'hui, on sait qu'on est revenu à 3 mois, et avec les chiffres que vous annoncez, demain, ce sera peut-être 6 mois, 1 an, que sais-je, quoi. Donc, ce qui peut être un énorme progrès social est un drame financier, quoi. Donc, clairement, on a déjà vu tout à l'heure qu'au niveau de la santé, ça allait craquer fortement, avec une reprise en compte profonde du système. Là, c'est pas compliqué, Ça veut dire que, il faut reporter drastiquement l'âge de départ à la retraite. Mais donc, comment on fait pour créer de la richesse et de l'emploi, alors même que on sait que notamment beaucoup de métiers intellectuels vont être visés par l'émergence d'une intelligence artificielle. Donc, comment on va créer de la richesse, comment on la finance, En tout cas, on ne pourra plus financer que par le travail. On devra, de toute façon, faire un prélèvement sur les machines, clairement. Donc, comment on le fait, certaines centrales syndicales le prônent depuis un certain nombre d'années, alors une position qui était souvent perçue comme assez ouvriériste dans l'approche, mais quand on regarde avec les évolutions nouvelles, on se dit, c'est pas complètement stupide. La CSG en fait partie de cette approche en la matière. La réforme de François Fillon en son temps, à mon sens, et qui a été poursuivie par Eric Woerth en 2010, donc c'est 2003-2010, portant en germe un raisonnement, alors on peut contester la répartition, mais l'idée est intéressante, c'est de dire, il y a un rapport de 2 tiers de vie active et 1 tiers de retraite, quoi. C'est peut-être trop fort déjà, mais en tout cas, c'est de se dire, si l'augmentation de l'espérance de vie se poursuit, il n'y a aucune raison que les gens ne travaillent pas plus longtemps. Et donc voilà, donc bien sûr que les nouvelles technologies vont faire, alors pas exploser le système, de toute façon, le système ne pourra pas passer le cap si on ne baisse pas, drastiquement l'âge, si on n'augmente pas l'âge de départ à la retraite. Les prélèvements, je ne vois pas bien comment on peut augmenter la masse globale, on est déjà sur une base beaucoup trop élevée, donc ce sera une répartition différente
sur le capital, notamment, hein, le CSG en faisant partie. Et puis, bien sûr, parce que je pense qu'on ne fera pas l'économie, c'est une baisse des pensions servies. Alors, de quelle ampleur, on n'en sait rien. Pour situer un ordre de grandeur, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le régime des cadres, hein, qui avait fait des simulations il y a quelques mois pour engager la réflexion en cours, qui montrait que si, au niveau de la retraite des cadres, on ne touchait pas aux cotisations, si on ne reportait pas l'âge de départ à la retraite, mais qu'on ne faisait que baisser les prestations servies, la baisse des pensions était de l'ordre de 10 à 15% des pensions. Et là encore, hélas, je ne pourrais être parmi vous, mais je veux dire, pour alimenter un peu le débat, je ne parle pas bien sûr des gens très modestes, hein, mais dans les catégories moyennes plus ou plus aisées, entre guillemets, quand on regarde comment les retraités vivent, et tant mieux pour eux aujourd'hui, on peut bien vivre avec 10 à 15% de retraite en moins. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que ceux qui alimentent les comptes d'assurance vie ou les comptes d'épargne sont souvent les retraités, hein. Donc, entre guillemets, il y a de la marge, sauf qu'évidemment, c'est pas un discours facile à entendre, surtout quand on se dit que je suis retraité ou j'espère l'être prochainement. Voilà. Mais voilà, on n'en fera pas l'économie, hein, pour être sérieusement. Et donc, là encore, les nanotechnologies vont amener à une accélération de ces prises de décision. Là, il y a une vraie question politique. Nous verrons bien si nos élus s'en emparent. La balle est chez les politiques. Monsieur Chrétien, merci infiniment de votre accueil. Merci pour tous les éclairages que nous avons eus grâce à vous. Et j'espère à bientôt. Merci.